Des immigrés expulsés de force, des faux clips pour avertir les Japonais du danger de l'immigration, des vidéos faites par IA pour choquer la population japonaise, des manifestations anti-immigration, anti-musulmans, un enfant chinois qui dit fièrement que le Japon sera bientôt occupé par la Chine, des chants vietnamiens en plein milieu d'un quartier touristique de Osaka, et des Japonais qui pleurent et qui disent qu'avec l'immigration, l'invasion du Japon est terminée. 4 125 395 résidents. C'est le nombre record d'étrangers enregistrés par le Japon le 31 décembre 2025. C'est la première fois de toute l'histoire du Japon que la barre des 4 millions est franchie. Et les Japonais, visiblement, ils n'en peuvent plus. Ils se plaignent d'une hausse de la criminalité, des mauvaises manières au quotidien et des immigrés illégaux qui abusent des règles. Et la colère dans la rue, ça se traduit aussi dans les urnes. Depuis le 21 octobre 2025, la première ministre du Japon, c'est elle, Sanae Takaichi, une ex-batteuse de heavy metal, fan de Margaret Thatcher, connue pour sa position dure et stricte envers les étrangers au Japon. Mais elle n'est pas juste à la tête du gouvernement japonais, non. Elle a également obtenu après quelques mois une majorité tellement écrasante qu'on ne parle même plus de majorité mais de super majorité, avec un record historique de plus de 2/3 du parlement qui sont dans sa poche. Côté popularité chez les Japonais, ça crève le plafond avec un 71% d'opinion favorable au début de l'année 2026. Pour rappel, quand un président français il a 40%, c'est la fête du slip, alors 71% je vous laisse imaginer. Alors maintenant la question c'est pourquoi est-elle si populaire? Eh bien grâce à son image de dame de fer, énergique, sans langue de bois, leaduse et maîtrisant réellement sa communication sur les réseaux sociaux. En même temps, quand on voit les pathos qu'il y avait avant, c'est pas très compliqué de faire mieux. Oui, ça c'est l'ex-premier ministre qui s'endort au Parlement. Oui, bonne nuit, hein. Il était grand temps selon elle de mettre un coup de pied dans la fourmilière et c'est ce qu'elle a fait. Elle fait la chasse aux immigrés illégaux et modifie les conditions des visas qui étaient un peu trop laxistes selon elle. Pour les personnes qui voudraient y vivre, ça devient plus compliqué, mais c'est pour les entrepreneurs que c'est en fait le plus marquant. Seuil minimal passant de 30 000 à 180 000 euros d'investissement. Obligation d'embaucher au moins un employé à temps plein basé au Japon. Obligation pour le dirigeant ou au moins un des employés d'avoir un niveau de japonais N2. Je vous le dis, autant à l'oral je pense que j'ai mes chances, mais pour ce qui est de l'écrit et des kanji, je suis pas sûr de l'avoir. Louer ou posséder des vrais bureaux, pas juste son propre appartement ou domicile. Et enfin, prouver ses compétences de gestion avec au moins 3 ans d'expérience managériale ou encore avec un master ou un doctorat. Pourquoi autant de conditions? C'est parce que le visa Business Manager, eh bien, il a longtemps été utilisé pour abuser des règles. Sur les 40 000 visas Business Manager au Japon, environ la moitié ont été accordés à des citoyens chinois qui abusaient des règles en achetant des petits biens immobiliers en prétendant lancer une activité, mais en réalité l'activité, elle était tout bonnement inexistante. Quoi qu'il en soit, cette chasse aux immigrés, elle ne s'arrête pas là, elle est bien sûr présente aussi sur les réseaux sociaux. Et justement, les posts des Japonais sont de plus en plus décomplexés. Vraiment, je vous en laisse quelques-uns comme ça, mais vous voyez que là, c'est très à l'aise. On voit aussi des posts étrangers comme quoi le Japon aurait banni les musulmans, les mosquées et l'islam tout entier de son territoire. Et ça, c'est une fake news totale. En tout cas, on sent que le slogan du Japon en ce moment, c'est « Le Japon n'est pas un pays d'immigration ». Ça, c'est vraiment l'image qu'on a du Japon, sauf qu'il y a un problème avec cette image. Reprenons le chiffre du tout début, 4 125 395 résidents étrangers. Ce record, il ne date pas d'un lointain Japon laxiste d'avant Takaichi. Il a été enregistré pendant que le pays hurlait contre l'immigration. Et c'est même pas un accident, je veux dire, c'est le 4e record consécutif d'année en année. Avec une augmentation de 9,5% en un an, c'est l'équivalent de la ville de Nice entière qui débarque dans l'archipel en 12 mois. Et ça, c'est quand même bizarre pour un pays qui dit fermer ses portes à double tour à l'immigration. Je pense que vous commencez à sentir le paradoxe où d'un côté, on a des discours très fermes et très restrictifs envers les immigrés qui ça pour le coup sont très bruyants, et de l'autre côté, dans un silence absolu, eh bien le Japon bat des records d'accueil d'étrangers. Et au centre de tout ça, il y a un mot de 2 kanji que l'État japonais s'interdit de prononcer depuis plus de 30 ans. Un non-dit, un malaise qui explique à lui tout seul comment 123 millions de Japonais peuvent vivre dans un déni complet. Alors pourquoi le Japon fait la guerre à ses immigrés tout en battant des records d'accueil? Si vous voulez comprendre le plus grand déni collectif de l'histoire moderne du Japon et la véritable position du gouvernement japonais à l'égard de ses immigrés, vous êtes au bon endroit. La nécessité de savoir parler, écrire et lire un certain niveau de japonais, ça apparaît de plus en plus souvent sur les critères d'obtention des visas au Japon. Et en même temps, j'ai envie de dire,
c'est un peu normal sur le principe. Et je comprends que le japonais c'est dur, faut se buter, moi-même, je suis passé par là, hein. Typiquement, il y a un truc que moi je détestais, mais pourtant qui est très efficace, voilà, faut le dire, c'est les flashcards. J'ai des PTSD de ça, mais vraiment quand t'apprends le japonais, t'as besoin d'avoir une certaine vitesse. Quand tu vois quelque chose, paf, tu le comprennes, que tu mettes pas 10 ans en fait à le saisir. Et le fait de défiler les cartes comme ça très vite, eh bien ça t'entraîne, c'est désagréable, mais ça t'entraîne. Deuxième moyen d'apprendre vraiment, c'est avec des scénarios. Par exemple, tu perds ta valise à l'aéroport et tu pratiques avec une vraie conversation, avec des conseils en temps réel. Bon, là je lui ai dit que ma valise noire pesait 300 kg et qu'il y avait mon ami à l'intérieur, mais franchement, elle s'est pas démontée. La conversation est restée logique et ces deux caractéristiques que je viens de vous présenter, eh bien ça fait partie de la nouvelle expérience Rosetta Stone Sapphire. Saphir. C'est toujours sans traduction, mais c'est beaucoup plus adaptatif avec des situations concrètes. Et tout ça, tu peux vraiment le générer sur Saphir Studio. C'est vraiment très intuitif et ça fait vraiment passer de l'apprentissage à la pratique. Vous avez mon lien dans la description pour tester le tout nouveau Rosetta Stone Saphir. Un seul abonnement, 25 langues et des offres à partir de 15 €. Ah, clairement, ça n'a plus rien à voir, même au niveau des prix, hein. Pour comprendre comment le Japon s'est retrouvé à faire la guerre à ses immigrés, il faut remonter à la création d'un parti politique d'extrême droite qui a fait beaucoup parler de lui, le Sansei-to. En 2019, Sohei Kamiya se met à poster des vidéos sur une chaîne YouTube. On y retrouve du complotisme soft, de la nostalgie nationale, des vérités qu'on vous cache. Mais en 2020, en pleine pandémie, il transforme sa communauté en parti politique, le Sansei-to. Les kanji disent littéralement le parti de la participation à la politique, et c'est un parti d'extrême droite. Et pendant des années, tout le monde s'en fout. Je veux dire, ils ont un siège, voilà, en 2022, ça s'arrête là. Et en même temps, ils partent de loin, parce que le folklore habituel de l'ultra-droite japonaise, c'est plutôt des gens qui hurlent dans des camionnettes noires devant les gares et que tout le monde contourne poliment. En juin 2025, nouvelles élections, on pense une percée... 3 sièges. Ok, tu multiplies par 3, c'est impressionnant comme ça, mais c'est que 3 sièges. Sauf que, un mois plus tard, aux élections sénatoriales, le 20 juillet 2025, là, c'est le raz-de-marée. Le parti de Kamiya rafle 14 sièges sur les 124 en jeu avec 12,6% des voix au niveau national. C'est juste le 3e meilleur score du pays, donc vraiment le parti politique qui est parti comme une blague commence à monter très fort. Alors bien sûr il n'y a aucune majorité ou quoi que ce soit, ça reste que 14 sièges, mais c'est quand même une percée énorme. C'est pour ça qu'il va faire la une des journaux au Japon, mais aussi à l'international. Et là ça va tirer la sonnette d'alarme, pas n'importe où, au PLD, au parti libéral-démocrate qui dirige le Japon quasiment sans interruption depuis 70 ans. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les sectes et l'assassinat de Shinzo Abe. Le PLD donc, il entend l'alarme et à l'automne 2025, il a très bien compris ce qu'il doit faire. Les Japonais ont voté pour une politique envers les étrangers plus stricte, plus sévère, plus dure, et bien on va proposer quelqu'un qui propose une politique migratoire plus stricte, plus sévère, plus dure. C'est comme ça que lorsque le Premier ministre démissionne en septembre, le parti choisit pour le remplacer une femme de la frange la plus conservatrice, Sanae Takaichi. L'objectif, il est très simple, c'est de couper l'herbe sous le pied du Sansei-to. Ils proposent un truc, on le fait aussi. Ils disent A, on dit A. Ils disent B, on dit B. C'est aussi simple que ça. Et en même temps, il y a beaucoup d'électeurs à la clé. 56% des Japonais estiment que le pays a besoin de moins de visiteurs et d'immigrés, 59% sont opposés à l'accueil des travailleurs étrangers, et enfin 70% des sondés veulent durcir l'accès à la nationalité japonaise. Mais alors pourquoi autant de Japonaises sont contre les travailleurs étrangers? On pourrait argumenter avec l'histoire du pays, les mœurs culturelles, les traditions, mais je préfère vous présenter un cas concret. Car au Japon, ils ont ce qu'ils considèrent être comme une simulation d'un Japon avec plus d'étrangers. Il s'agit d'une ville où le taux d'étrangers est plus de 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Une ville que les nationalistes invoquent systématiquement pour justifier que les immigrés sont un problème au Japon, la ville de Kawaguchi. La ville envahie, Kawaguchi. À ne pas confondre avec le lac Kawaguchi près du mont Fuji, Kawaguchi est une ville dans la préfecture de Saitama à seulement 30 minutes de transport du centre de Tokyo. C'est une banlieue dortoir comme il en existe des dizaines. Mais cette ville avec ses 8,8% d'étrangers est devenue le symbole de l'invasion étrangère. Vidéo virale, thread à millions de vues, manifestations anti-étrangers, reportages en boucle, la cible principale, la communauté kurde. Des familles venues de Turquie installées dans le sud de Saitama depuis les années 90. Alors comment la ville s'est retrouvée avec autant d'étrangers et particulièrement des Kurdes? Dans les années 90, des Kurdes turcs chassés de leur village cherchent un endroit où s'établir. Pour les Kurdes, cela signifie surtout que leur misère va durer, non plus nulle part où aller. C'est comme ça qu'ils commencent à s'installer dans la ville de Kawaguchi. Pourquoi cette ville précisément? Parce que le prix de l'immobilier est bien moins cher qu'à Tokyo, tout en gardant une proximité idéale avec le centre-ville de la capitale. Et rapidement, ils vont organiser une équipe juridique pour les réfugiés kurdes, pour faire en sorte que le Japon accueille les Kurdes.
それが一番怖いです。 Mais il y a quand même quelque chose d'étrange. On pourrait se demander pourquoi les Kurdes décident de parcourir 8000 km depuis chez eux pour aller s'installer au Japon, un pays qui n'est pas particulièrement connu pour accueillir correctement les étrangers. Eh bien pour comprendre la réponse à cette question, je dois vous expliquer le système de demande d'asile au Japon. La plupart des Kurdes entrent sur le territoire japonais avec un visa touristique. Jusque-là, aucun souci. C'est seulement une fois sur place qu'ils demandent l'asile. Et là où dans les autres pays la demande d'asile est traitée en seulement quelques semaines ou quelques mois au maximum, au Japon, pour des raisons administratives, ça prend en moyenne 22 mois, soit presque 2 ans. Et durant toute cette période, eh bien ces personnes, elles ne sont pas renvoyées chez elles peuvent rester au Japon. Elles ont un statut dit de libération provisoire. Mais alors concrètement ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'ils peuvent rester au Japon mais ils n'ont pas d'assurance, ils ne payent pas d'impôts et ils n'ont pas le droit de travailler. Toutefois cette dernière restriction, l'interdiction de travailler, disons qu'elle est très moyennement respectée. Et effectivement, étrangement il existe entre 150 et 200 entreprises de démolition dirigées par des Kurdes à Kawaguchi. Et ces entreprises ont tendance à employer que des Kurdes. On voit régulièrement des Japonais s'en plaindre justement parce que ces entreprises de démolition, elles ne respectent ni les préavis ni les mesures d'insonorisation. Et aussi elles ont tendance à surcharger de manière complètement absurde leurs camions. Je veux dire, matez-moi ça et c'est pas un cas isolé hein. J'ai vraiment trouvé plein de photos sur le net et on voit que ça fout le bordel parce que forcément ça se renverse, ça traîne sur la route et ça arrache carrément parfois des câbles électriques. Bon, ok, les Kurdes travaillent au noir et en même temps, comment vous voulez qu'ils fassent? Je veux dire, ils sont obligés d'attendre 22 mois pour avoir une réponse. C'est quand même rare d'avoir les fonds financiers pour couvrir 22 mois de dépenses sans travailler. Ils ont juste pas d'autre choix que de trouver un travail et de l'argent, surtout pour se nourrir et se loger en attendant d'avoir l'asile. Sauf que, c'est là où vous allez comprendre à quel point la situation est ridicule. À votre avis, ces 25 dernières années, combien de Kurdes ont réussi à obtenir l'asile au Japon? C'est la réponse. Pas 1000, pas 100, pas 1%. Une seule et unique personne. Une seule demande reconnue en 2022 après avoir obtenu devant la cour d'appel de Sapporo l'annulation du refus de l'administration. Et on pourrait argumenter que le Japon ne fait pas de statistiques ethniques et prend vraiment par nationalité, donc on va prendre les Turcs vraiment en général. Et même là, la réponse, c'est ça. 4. Pas 4%, 4 personnes ces 25 dernières années qui ont réussi à obtenir un asile. S'ils se font refuser dans quasi 100% des cas, ils ont juste un compte à rebours sur la tête de 22 mois et quand il expire, ils sont renvoyés chez eux. Ça n'est pas du tout intéressant pour eux et ça n'explique pas pourquoi il y a autant de Kurdes qui sont venus s'installer au Japon s'ils ont juste une situation irrégulière de 2 ans avant de se faire renvoyer. Et si vous pensez comme ça, eh bien vous avez tout à fait raison parce que il vous manque une information capitale. Je viens de vous dire qu'il y avait eu depuis 2014 10 200 demandes d'asile. Mais là j'ai un problème, comment je peux avoir 10 200 demandes alors qu'il n'y a que entre 2000 et 3000 Kurdes au Japon? Même en imaginant que tous les Turcs fassent aussi cette demande, on n'arrive toujours pas à ce nombre de 10 200 demandes. Mais alors comment c'est possible d'avoir plus de demandes que d'individus? Eh bien c'est exactement là que je voulais vous emmener. Au bout des 22 mois, lorsque l'administration japonaise refuse, rien n'empêche la personne refusée de redéposer une nouvelle demande de certification. Et là, on est reparti pour environ 22 mois. Et après le second refus, rien n'empêche de remettre quelques pièces de plus dans le dossier et donc de refaire une demande d'asile. Et ainsi de suite comme ça, presque à l'infini. C'est comme ça que des familles s'installent pendant plus de 10 ans sans visa et font même scolariser leurs enfants, le tout sans payer d'impôts et techniquement sans pouvoir travailler. Oui, c'est littéralement une faille béante dans le système japonais, que le gouvernement a essayé de boucher. Depuis le 10 juin 2024, au bout du 3e recours, l'expulsion ne peut plus être suspendue. Mais ça ne veut pas dire non plus que les expulsions sont systématiques, loin de là. Elles font même plutôt figure d'exception. En 2024, seulement 167 personnes turques ont été expulsées, et c'est le plus haut nombre jamais enregistré. Toutefois, face à la difficulté sociale d'expulser des résidents qui sont là parfois depuis plus de 20 ans, le gouvernement japonais a cédé. Il a appliqué une mesure exceptionnelle. Il a donné une autorisation de séjour spéciale à 395 personnes issues de 140 familles ayant des enfants d'âge scolaire nés au Japon. Donc vu de l'extérieur, le tableau, il est pas fou. Exploiter la famille de la demande d'asile, puis profiter de la lenteur du système japonais pour construire une famille et travailler illégalement, mènent un jour à une autorisation de séjour. Et on comprend mieux pourquoi certains Kurdes qui n'ont pas de visa viennent quand même travailler au Japon. Bon, jusque-là, ils viennent, ils travaillent au noir, en même temps ils ont pas trop le choix, mais du moment qu'ils sont corrects, eh bien socialement, ça ne devrait pas poser de problème. 4 et 5 juillet 2023, une attaque à l'arme blanche autour d'un différend amoureux entre Kurdes finit à l'hôpital. Mais la situation dégénère lorsque, ayant appris l'agression, près de 100 personnes proches des victimes ou appartenant à des factions rivales se sont rapidement rassemblées à l'extérieur de l'hôpital.
Des affrontements verbaux et physiques éclatent et la police japonaise est obligée d'intervenir massivement. Cet incident, il marque le début d'une haine anti-kurde très violente sur les réseaux sociaux japonais. Toujours en juillet 2023, un jeune kurde de 14 ans a été arrêté pour avoir lancé une bombe fumigène devant un établissement commercial. Et un peu plus tard, on arrive en janvier 2024. À ce moment-là, une affaire de violence sexuelle sur mineurs est attribuée à un homme kurde de nationalité turque. Il est arrêté en mars 2024, mais 2 mois plus tard, sans dévoiler ses raisons, le parquet abandonne les poursuites judiciaires et remet en liberté l'agresseur. C'est pas fini, on continue avec le 23 septembre 2024. Accident mortel avec conduite sans permis et délit de fuite. Un conducteur de 18 ans, ressortissant turc et présenté comme kurde dans les comptes rendus judiciaires, a percuté un cyclomoteur transportant 2 adolescents à Maekawa. Le criminel a pris la fuite sans porter assistance aux victimes, le conducteur du scooter est mort et celui qui l'accompagnait a reçu un traumatisme crânien et est resté inconscient pendant 10 mois. 6 jours plus tard, le 29 septembre 2024, c'est pas un kurde cette fois-ci, mais c'est un chinois. Un conducteur chinois de 18 ans, ivre, roulant à plus de 100 km/h, percute un japonais de 51 ans qui ne survivra pas. Et on continue avec l'année 2025 dès le départ avec le 27 janvier. Une agression sexuelle présumée dans un parc avec un ressortissant turc de 37 ans qui a été arrêté le 19 février. Il est soupçonné d'avoir suivi une femme d'une quarantaine d'années qu'il ne connaissait pas, de l'avoir saisie par le bras, entraîné dans un parc de Kawaguchi et agressé sexuellement. Quelques mois plus tard passe juillet 2025. 2 adolescents de nationalité turque âgés de 15 et 16 ans ont été remis en cause dans 6 vols à l'arraché commis la même nuit à Kawaguchi. Encore quelques mois plus tard, nous arrivons au 14 janvier 2026 et c'est de nouveau une collision mortelle avec une voiture conduite par un ressortissant turc de 29 ans qui est entré en collision avec le scooter d'un salarié japonais de 19 ans qui est mort à l'hôpital. Et enfin on arrive au 1er mai 2026, donc c'est assez récent. 2 ressortissants turcs de 30 et 45 ans ont été arrêtés ou réarrêtés, soupçonnés d'avoir pénétré dans une maison de Kawaguchi et d'avoir volé notamment 4,63 millions de yens en espèces et 6 montres. Et tout ce que je viens de vous citer, c'est tout ce qui s'est passé seulement en 3 ans, uniquement à Kawaguchi. Et je préfère préciser avant qu'on me le dise, ce n'est pas du tout une liste exhaustive. Des articles avec des délits et des crimes commis par des Kurdes, il y en a à la pelle. Mais le problème, il n'est pas seulement dans les crimes, mais aussi dans les jugements. Un non-lieu sur une histoire d'agression sexuelle sur mineurs, un relâchement des suspects durant l'émeute à l'hôpital, et une peine dérisoire de 5 ans de prison ferme pour le jeune étranger qui a détruit 2 vies par sa conduite irresponsable. Et ça, ce n'est même pas les seuls cas d'impunité. Il y a aussi une histoire avec un politicien, Yusuke Kawai. C'est un politicien anti-immigration ultra provocateur qui se déguisait en Joker carrément durant la campagne pour le poste de gouverneur de Tokyo. C'est pas un politicien sérieux, mais comme vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, eh bien, en faisant n'importe quoi, on peut devenir politicien au Japon. Et cet ex-Joker, eh bien, il s'est fait agresser durant un festival kurde au Japon. Même si c'est de la provocation et une stratégie politique, là c'est quand même un conseiller municipal qui s'est fait frapper au visage alors qu'il est entouré de policiers. C'est filmé, c'est prouvé, et pourtant il n'y a eu aucune poursuite judiciaire. Et c'est comme ça que vous comprenez que certains Japonais commencent à cumuler beaucoup de frustration vis-à-vis du comportement des étrangers, et forcément, ce qui doit arrive. これは今年2月、埼玉県蕨市の駅前で撮影されたクルド人に対するヘイトデモの様子です。 Cette impression que les immigrés sont intouchables au Japon en dépit de leurs actions fait naître des manifestations anti-kurdes à Kawaguchi. Ces Japonais disent ne plus se sentir en sécurité chez eux à cause des étrangers. Leur raisonnement est simpliste, plus il y a d'étrangers, ici des Kurdes, plus il y a d'infractions. Cependant, c'est totalement faux. Et oui, malgré tous les crimes que je vous ai cités, cette phrase « Au Japon, ces dernières années, plus il y a d'étrangers, plus il y a d'infractions », eh bien elle est complètement fausse. Vous avez ici le graphique avec le nombre d'étrangers à Kawaguchi représenté en bâton, et la courbe bleue c'est le nombre d'infractions pénales enregistrées à Kawaguchi. Que les deux statistiques soient corrélées ou non, on constate qu'au fil du temps, il y a une grande baisse de la criminalité à Kawaguchi, et dans le même temps, eh bien, il y a une forte hausse de la population étrangère à Kawaguchi. Ce qui va à l'encontre de tout ce qui a été dit juste avant. Alors ça veut dire que toute cette crise médiatique autour de l'étranger, c'est juste de la manipulation médiatique et de la reprise politique opportuniste? Eh bien en partie, oui. Pourquoi il y a autant d'articles sur les délits faits par les Kurdes à Kawaguchi? Eh bien c'est parce qu'ils génèrent beaucoup de clics. Et donc on prend la moindre information pour en faire des articles. Très certainement que si c'était des Japonais qui avaient commis ces mêmes actions, le journal de Saitama n'en aurait pas fait systématiquement un article. Mais alors, je vois venir. Peut-être que la criminalité générale au Japon baisse d'année en année, mais que la criminalité liée aux étrangers, elle, augmente. Eh bien même ça,
C'est faux. Dans ma vidéo Est-ce que le Japon est pire qu'avant, j'avais déjà donné les chiffres suivants. Le nombre d'étrangers arrêtés entre 2006 et 2024 a diminué alors que la population étrangère a largement augmenté. Donc vraiment, les médias, ils ont une énorme part de responsabilité sur pourquoi on voit mal les étrangers aujourd'hui au Japon. Toutefois, il ne faut pas non plus oublier le vrai problème. Le problème qui justement n'apparaît que très difficilement dans des statistiques. Il ne s'agit pas de la criminalité, mais des incivilités. Parce que ce dont se plaignent majoritairement les Japonais concernant les étrangers, ce ne sont pas les plus gros crimes. Bien sûr qu'ils n'en veulent pas non plus, mais ce qui est souvent cité et qui ressort dans la bouche des Japonais, ce sont les petites incivilités. Les bruits nocturnes incessants, les rassemblements, le non-respect du code de la route, le non-respect des jours et des règles de collecte des poubelles, les activités de construction nuisibles avec les camions qui sont chargés n'importe comment, les dépôts sauvages et les déchets abandonnés dans les espaces publics. Ça, ce sont des réalités. Et regardez comment c'est impressionnant. En fait, comme au Japon, déposer des gros déchets industriels, c'est payant, les Turcs qui dirigent des entreprises de démolition, ils déposent leurs déchets dans la ville de Kiryu, dans la préfecture de Gunma. Tout ça, cette différence de culture au quotidien et le non-respect des règles japonaises, c'est ce qui empêche ces étrangers de s'intégrer correctement au Japon. Mais là où le sujet devient excessivement sensible, c'est lorsque les mœurs culturelles d'ailleurs semblent incompatibles avec la culture du pays d'accueil. Et par mœurs culturelles d'ailleurs, je parle de religion. Des queues sauvages, des prières dans les espaces publics et des demandes récurrentes de création de mosquées et de cimetières. L'islam est la religion au Japon qui connaît la plus forte croissance ces dernières années. Les chiffres sont assez impressionnants, 110 000 en 2010, 230 000 en 2020, puis environ 420 000 fin 2024. Et parmi eux, plus de 10% sont de nationalité japonaise. Donc la communauté musulmane au Japon est largement étrangère avec moins de 50% d'indonésiens. Et qui dit plus de pratiquants, dit mécaniquement besoin de plus de lieux de culte. C'est comme ça que le nombre de mosquées au Japon est passé de seulement 4 en 1980 à 164 en juillet 2025. C'est une énorme augmentation certes, mais il faut quand même garder en tête que ça ne représente que 0,3% de la population japonaise totale. Et pourtant c'est bien de celle-ci dont on entend le plus parler dans les médias. Et ça pour plusieurs raisons. Le point de départ de ces polémiques, c'est le rassemblement pour les prières dans des parcs. そういった考えの人たちが集まるところがモスクでございます。こちらの映像を見てください。2024年4月10日。 C'est assez fréquent, mais celui qui a vraiment fait parler de lui, c'est celui de juin 2025 à Fukuoka. La mosquée, elle avait obtenu au préalable l'autorisation de la mairie de dépasser justement de la mosquée et d'utiliser le parc à côté, mais ça a vraiment débordé. C'est relativement anecdotique, mais des images de rassemblement lors des prières commencent à tourner de manière virale sur le Twitter japonais. Et là, pour certains japonais qui n'ont pas l'habitude de voir ça, c'est choquant, et c'est le festival. Ils ne respectent pas les règles, ils se croient chez eux, on ne veut pas de ça chez nous. Le phénomène, il a même pas le temps de se calmer qu'une nouvelle polémique éclate. Un projet de construction d'une mosquée à Fujisawa dans la préfecture de Kanagawa. Il y a une grosse levée de boucliers des riverains qui ont peur des changements culturels dans leur quartier et des appels à la prière diffusés via des haut-parleurs. Et pourtant, l'association musulmane, elle fait absolument tout dans les règles. Ils ont bien acheté le terrain et ils soumettent un dossier qui respecte toutes les normes d'urbanisme japonais. Ils appellent même au dialogue et ils sont même prêts à faire des compromis. Nous aimons tous le Japon et n'avons jamais eu l'intention de causer des problèmes à la communauté locale. Malheureusement pour eux, ils sont victimes d'une intense campagne de désinformation. Comme par exemple les haut-parleurs pour l'appel à la prière, eh bien de base dans les plans, ils n'ont jamais été prévus. Et pourtant, il y a beaucoup de critiques qui se basent là-dessus. Le projet verra le jour en 2027, mais je dois quand même souligner le côté paradoxal. Les détracteurs ne veulent pas que les musulmans prient dans des parcs car c'est dérangeant, mais lorsqu'ils essaient de construire des mosquées en respectant toutes les règles et en essayant de limiter au maximum l'impact sur le quartier, là non plus, ils n'en veulent pas. Ce qui veut dire que le malaise dès le départ, ce n'était pas de ne pas respecter les règles. Mais maintenant, on rentre dans le véritable problème de l'islam au Japon, la mort. Oui, l'islam prescrit l'inhumation, donc le fait d'enterrer ses morts, dosso en japonais. Or, le Japon crème environ 99,97% de ses morts, donc les brûle, le kaso. Et fatalement, on se retrouve avec un problème de place. En effet, c'est moins d'une douzaine de cimetières dans tout le pays qui acceptent les enterrements musulmans. Donc certaines familles sont obligées de faire rapatrier le corps dans les pays d'origine ou alors de le faire enterrer à des centaines de kilomètres de là où ils habitent en espérant que le cimetière qui est déjà surchargé les accepte. Donc, solution proposée par la communauté musulmane au Japon, créer des cimetières. C'est ce qui s'est passé à Hiji dans la préfecture d'Oita. L'association musulmane de Beppu a acquis un terrain de 8000 m² et immédiatement l'opposition des habitants a commencé. En 2024, le nouveau maire de la ville a été élu partiellement parce qu'il a promis de refuser ce cimetière. Ce qu'il a fait en gelant le projet et en refusant la vente du terrain municipal. Et pour justifier ça, ils ont créé une pépite, la pollution des nappes phréatiques. Ça semble intuitif, tu enterres des morts, ensuite il y a l'eau de pluie, et donc ça va contaminer les sols et donc contaminer les nappes phréatiques. Mais bien sûr,
C'est une énorme connerie. Une étude officielle menée sur 13 cimetières chrétiens et musulmans au Japon a prouvé qu'aucune pollution de ce type n'avait jamais été enregistrée. Toutefois, c'est trop tard, le sujet il a pris vraiment une ampleur nationale. On en parle à la diète et des députés s'expriment. 我が国が近代に入り、仮想に転換してきた背景には、国土強小や伝染病予防など環境的、公衆衛生的な観点、要請があったことを軽視してはいないでしょうか。Il s'oppose à ces projets de construction en disant que c'est aux étrangers de s'adapter au manque de place japonais. Mais alors depuis tout à l'heure on parle d'élus municipaux, de députés, mais c'est quoi la position du gouvernement principal japonais sur cette question? Il se renseigne auprès des préfectures et des grandes villes pour savoir lesquelles sont prêtes à accueillir des hectares de cimetières pour les musulmans. Traduction, l'État japonais prépare discrètement les infrastructures pour les musulmans pendant que le débat public crie à l'invasion. Mais alors pourquoi le gouvernement japonais dirigé par Sanae Takaichi, qui est réputé pour être dur et restrictif envers les étrangers, eh bien fait autant d'efforts pour accueillir les étrangers? Allez, c'est parti. Vous ne trouvez pas ça étrange que le Japon a élu la première ministre la plus restrictive envers les étrangers de ces 20 dernières années, et pourtant son gouvernement accorde des autorisations de territoire à des résidents irréguliers, aucun projet de construction de mosquée n'est stoppé, et il aide les musulmans à trouver des terrains pour inhumer leurs morts. C'est totalement paradoxal, et pourtant c'est exactement le plan défini par Sanae Takaichi. Voici son projet déposé en 2026, résumé, coexistence ordonnée. Et je vous prie en avance, je ne vais pas détailler chacune des petites décisions qui ont été prises sur ce projet, mais plutôt les 3 grandes familles de mesures. La première, c'est réduire l'accès au long terme. Tout ce qui est naturalisation, on ferme les vannes. On passe de 5 ans de résidence minimum à 10 ans, nécessité d'une preuve fiscale d'être blanc comme neige sur les 5 dernières années, cotisation à la sécurité sociale et fonds de retraite sur les 2 dernières années, ainsi que bien sûr tous les anciens critères, dont notamment un niveau de japonais relativement élevé. La seconde, c'est la chasse aux irréguliers. 0 étranger illégal. Là-dessus, c'est très clair, toutes les personnes en situation irrégulière comme la majorité des Kurdes de Kawaguchi, c'est fini. Les 22 mois pour traiter une demande d'asile aussi, c'est fini. Ils ont dit explicitement qu'ils allaient utiliser l'IA pour aller plus vite dans les dossiers administratifs et donc passer de 22 mois en moyenne à 6 mois d'ici 2030. Utilisez l'IA d'ailleurs. Tiens. Autre mesure qui a un peu buzzé, c'est à Ibaraki. Il y a un système de dénonciation où vous pouvez mettre sur un site le nom d'une personne que vous suspectez être un travailleur immigrant illégal, et si jamais c'est avéré, eh bien vous recevez une prime de environ 100 €. Écoutez mon général, je suis de la Gestapo, je mène une enquête, je ne fais que mon devoir. C'est relativement choquant avec le côté dénonciation, c'est pour ça que je vous disais que ça avait fait le buzz. Et la dernière mesure, c'est la plus grosse subtilité. Sanae Takaichi ouvre en grand les vannes de l'immigration économique temporaire. L'objectif est d'accueillir jusqu'à 1,23 million de travailleurs étrangers d'ici 2028. Et politiquement, je vous le dis, la formulation est trop maligne parce que même moi au départ, eh bien je suis tombé dans le panneau. Parce qu'au Japon, ils ont déjà atteint le record de 2,57 millions de travailleurs étrangers. Et là, la première ministre, elle dit qu'elle a fixé un plafond à 1,23 million de travailleurs étrangers d'ici 2 ans. Première réaction, tu te dis wow, d'ici 2 ans, elle va dégager la moitié d'entre eux. Elle rigole vraiment pas et hop, tous les médias retransmettent l'information. Cependant, la réalité, c'est qu'elle ne parle pas du tout de la même chose. Le plafond de 1,23 million de travailleurs, c'est uniquement dans certaines catégories. Des catégories bien précises qui manquent de main d'œuvre comme l'hôtellerie, l'agriculture, le bâtiment ou les soins aux personnes âgées. Vous voyez le tour de magie? Avec une main on martèle sévérité, contrôle, fermeté envers les étrangers avec les 2 premières mesures. Ça, c'est la main qu'on montre aux électeurs, et de l'autre main, avec la 3e mesure, on construit discrètement les tuyaux d'une immigration massive pour un travail temporaire. Et ça, eh bien c'est la main qui s'occupe de l'économie. Tatemae et Honne japonais, la façade n'a jamais été aussi fermée et le fond n'a jamais été aussi ouvert. Mais alors maintenant, pourquoi jouer ce double jeu? Eh bien ça à cause d'une décennie de malaise où la simple mention du mot immigré, iming en japonais, est bannie de tous les discours des politiques japonais de la majorité. On parle de gaikokujin roudosha, de travailleurs étrangers, ou de tokte gino, de travailleurs qualifiés spécifiés. Toute cette mascarade est mise en place pour que le mot iming ne soit pas prononcé parce que le mot iming, eh bien ça sonne immigré mais ça sonne aussi immigration durable avec une installation, une naturalisation et du coup une intégration. En gros, en évitant ce mot, ça permet aux politiciens japonais de la majorité d'éviter le débat de fond sur l'intégration et le multiculturalisme et de préserver leurs électeurs. Parce que la vérité que les japonais n'ont pas envie d'entendre, c'est que le pays, il a besoin de la main d'œuvre étrangère. Et je ne parle même pas d'un point de vue capitaliste où on veut maintenir une croissance infinie pour toujours être de plus en plus riche. Non, même pas. Les japonais, ils ont déjà choisi de sacrifier ça et de ralentir leur économie. On parle juste ici de la main d'œuvre nécessaire pour faire tourner le pays correctement et s'occuper d'une population toujours de plus en plus vieillissante. Et fatalement pour ça, le Japon, il a
besoin de bras étrangers. Et vous savez très bien déjà pourquoi. C'est parce que le nombre de Japonais diminue à une vitesse hallucinante. Avec environ 900 000 Japonais en moins tous les ans, c'est l'équivalent de la ville de Marseille qui disparaît chaque année. Alors qui sera présent pour conduire les bus, construire les maisons, soigner les malades? Même dans le quartier où je vis, je vais être honnête, je vois une nette différence. Je vois beaucoup plus d'étrangers aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Et attention, je ne parle pas de touristes ou quoi, je parle de travailleurs, et même pas n'importe quel travailleur. Je parle des employés de combini, des agents de circulation et des ouvriers sur les chantiers, que des domaines avec des travails précaires qui sont prévus dans le programme de Takaichi. Donc sans surprise, la première ministre, eh bien, elle a quand même besoin de main-d'œuvre étrangère et donc des immigrés pour compenser la disparition des Japonais. Et tout ça en rejetant les étrangers pour qu'ils ne s'installent pas durablement dans le pays pour satisfaire l'électorat japonais. Donc vous comprenez que ce grand écart, il devient de plus en plus difficile et surtout il se voit de plus en plus. Des manifestations anti-migratoires qui se multiplient dans un Japon qui est pourtant réputé pour être très peu enclin à protester. Et ça n'arrange rien lorsque curieusement ces mêmes manifestations ne sont jamais relayées par les gros médias. Alors conséquence de ça, eh bien la popularité de Takaichi, elle chute un peu. Pour preuve, très récemment, son seuil de popularité est passé à 44%, son taux le plus bas jamais enregistré. Même si, rappelons-le, il est encore très élevé par rapport à ses prédécesseurs. Ça veut juste dire que son grand écart, il se voit de plus en plus. C'est pour ça qu'il reste quand même une botte secrète. La solution absolue pour le Japon qui doit résoudre la dépopulation et lutter contre l'immigration. Cette réponse, c'est l'IA. Plus précisément, c'est ce qu'ils appellent l'IA physique, la fusion de la robotique avancée et de l'intelligence artificielle pour combler les pénuries de main-d'œuvre plutôt que d'ouvrir massivement les frontières. Et ça paraît futuriste, dit comme ça, mais c'est quand même très concret. L'objectif, c'est de déployer 10 millions de robots équipés d'IA dans 18 secteurs clés d'ici 2040. Et ils y ont quand même injecté pour les 5 prochaines années 6 milliards de budget. On parle de robots cuisiniers intelligents, des robots de récolte, des robots de traitement automatisés, des robots d'automatisation des entrepôts, des robots de décharge administrative et même des robots d'assistance physique dans les milieux médicaux. Et ce sujet de l'IA, il y a un tout nouveau parti politique qui s'en est vraiment emparé, c'est Team Mirai. Team Future en japonais qui commence à constituer une petite, je dis bien vraiment petite force d'opposition contre la grande Sanae Takaichi. Je dis petite parce que dans le fond, ils sont quand même d'accord sur le fait d'investir massivement dans l'IA pour remplacer la main-d'œuvre étrangère. Mais la première ministre voit ça plus comme une solution de repli, tandis que le leader de Team Mirai voit plus ça comme un nouveau moteur d'avenir pour le pays. En gros, lui veut revenir au Japon d'autrefois qui était vraiment en avance en matière de technologie par rapport au reste du monde. Et tout ça, je vous en parle, mais c'est vraiment tout nouveau, ça n'a même pas 6 mois d'existence. Donc, est-ce que le Japon réussira son pari avec les robots IA avant les pénuries critiques de main-d'œuvre pour faire tourner le pays? Eh bien, c'est la question que se posent tous les Japonais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, franchement c'était un sujet très touchy, mais finalement assez simple à comprendre je trouve. On comprend le double discours opportuniste, les statistiques qui vont pas forcément dans le même sens à cause des médias. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.